Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Aujourd'hui dans Bien dans son job, on s'intéresse à la critique, mais pas n'importe laquelle. La critique en entreprise, pas toujours bien perçue et pourtant très utile. On en parle avec Laurence Bourgeois, auteur d'un livre justement qui en parle, Éloge de la critique et des jeux de pouvoir en entreprise. C'est sorti chez Erol, elle est notre invitée. La pause café avec Fanny Griesmer, c'est l'esprit de Noël, mais l'esprit de Noël au travail. On en parle, c'est pas toujours simple parce qu'en plus il y a les contraintes Covid. On en parlera avec elle dans quelques instants dans sa pause café. Le cercle RH et les experts de Smart Job. On commentera les bons chiffres de l'économie. Ils nous parviennent de l'INSEE. Le chômage baisse, la croissance est en hausse. Et puis on parlera des premiers résultats de Pôle emploi sur le contrôle des demandeurs d'emploi. Qu'en est-il exactement? On fera le point avec nos invités. Et pour terminer notre émission Fenêtre sur l'emploi, France 2030 a besoin accru de former les experts du numérique. Bruno Sola sera notre invité, cofondateur de Holberstone School France. Voilà le programme tout de suite. C'est bien dans son job. Bien dans son job, et justement peut-être pour être bien dans son job, il faut savoir parfois, c'est assez subtil d'ailleurs, avoir l'esprit critique. On en parle avec Laurence Bourgeois. Bonjour Laurence. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Vous êtes déjà venue sur notre plateau il y a quelques mois. Vous êtes consultante, coach, conférencière, fondatrice de Ebellum Conseil. On ne reviendra pas sur la définition d'Ebellum, cette fois-ci, qui est votre passion pour les champignons. Et vous avez écrit cet essai, parce que c'est un essai, Éloge de la critique et des jeux de pouvoir en entreprise. C'est sorti chez Erol. Alors vous, quelque part, vous prenez un peu le contre-pied de ce qu'on pourrait imaginer. Quand on arrive en entreprise, on se dit après tout, il faut écouter doctement sa hiérarchie, il faut suivre pas à pas ce qu'on nous demande de faire. Vous vous dites, bah non, pas forcément, il faut savoir être critique. C'est quoi votre définition d'être critique? Alors, être critique aujourd'hui au sens large et dans la vulgarisation du terme, c'est vrai qu'on n'entend plus particulièrement un jugement négatif, mais à la base, si on se réfère à l'étymologie du terme, critique, c'est quelqu'un qui est capable de discernement, de jugement, et donc qui fait appel au questionnement de l'individu. Mais quand on écrit un livre, parce que vous avez voulu aller au-delà finalement de votre réflexion, en l'écrivant, en l'imprimant, comment ça vous est venu? C'est parce que c'est du vécu, c'est que ça vous a traversé cette problématique? Pour tout vous dire, j'ai vraiment voulu m'inscrire à contre-courant, comme vous disiez, de cette pensée positive, de ces discours lénifiants et surtout de cette pensée positive qui inonde aujourd'hui les organisations, parce que je suis convaincue, et ça c'est aussi mon expérience ressources humaines qui parle, que la critique peut constituer un moteur de performance individuelle, voire collective. Alors, non mais qu'on définisse bien le mot critique, parce que c'est vrai que ça peut être parfois mal interprété par un manager, par un chef d'entreprise dans une PME. Il peut se dire, mais attendez, ce collaborateur passe son temps toujours à critiquer, ça va jamais. Positif, négatif, comment? Parce que c'est parfois très mal interprété. Exactement. Alors je crois qu'on peut parler à la fois de critique dont on parle de critique constructive, c'est-à-dire de critique qui fait avancer les choses. Et moi je suis convaincue qu'on n'avance que dans la friction, c'est-à-dire dans l'avancée d'arguments qui ne vont pas forcément dans le sens où on l'entendrait, où on le souhaiterait. Et puis la critique, ça peut être aussi tout ce qu'on entend comme ragot, comme rumeur, comme médisance, comme malveillance, parce qu'aujourd'hui c'est dans cette acceptation-là qu'on l'entend le plus généralement. Donc vous distinguez bien finalement de ce qui se raconte à la machine à café dans le dos des collaborateurs ou des managers et qui sont finalement une sorte de petits brouets de paroles inutiles, d'une critique qui elle est plus constructive. Mais ça veut dire qu'il faut quand même l'habiter cette critique. Il faut pas être dans l'agressivité, il faut être quand même dans l'esprit de construction. C'est quoi le juste milieu? Exactement, il faut être dans l'esprit de construction. Et quand vous parliez de ce brouhaha à la machine à café, la question est-ce que les managers aujourd'hui ont intérêt à mettre le couvercle justement sur ce bouillonnement de ragots, de rumeurs, de médisances? Parfois, on se rend compte que ça peut créer du lien social, ça peut rompre l'isolement et on peut se retrouver quelque part. Il y a un philosophe allemand qui disait « Dans la critique, on est moins seul ». Et donc, c'est vrai que ça peut questionner sur les managers ont-ils intérêt
à stopper le phénomène. Vous nous dites, si on va un peu plus loin, c'est que cette critique peut, pour certains collaborateurs, donner un peu un sens à leur vie, ils se trouvent un peu tout seuls dans l'entreprise. Exactement. Et tout d'un coup, on se retrouve ensemble autour d'un axe de critique. Mais oui, parce que quand on est ensemble à critiquer, on tente de réduire l'incertitude qui nous environne aujourd'hui, on tente de reprendre aussi la main sur son environnement, d'améliorer un peu les choses, de libérer aussi son stress, quelque part. C'est vrai que quand on critique, il y a une espèce de... Voilà, hein, on libère quelque chose. Et puis ça crée, quelque part, ça crée un lien. Alors, quelque part, vous encouragez ceux qui nous regardent peut-être à s'engager dans la critique, mais enfin, il faut quand même y aller à pas feutrer, je leur dis. Voilà. Il faut des frictions, mais il faut que celui qui est en face soit capable de la recevoir, la critique. Exactement. Il faut que celui qui est en face soit capable de la recevoir. On se rend compte qu'il y a des personnes qui sont extrêmement fragiles par rapport à la critique négative, j'entends, et même à la critique constructive. Dans le livre, je les appelle les éponges, hein, on les voit, qui prennent tout de plein fouet. Vous avez ceux qui restent en spectateur, qui sont très dans l'analyse. Vous avez les fuyants, à contrario. Et puis, vous avez les amplificateurs qui s'en régalent. Les amplificateurs, c'est ceux quoi qui s'appuient sur cette critique sur la critique pour exister un peu. Exactement, parce que c'est aussi un moyen de reconnaissance de critiquer l'autre. Parce que quand on n'a pas du tout de critique, qu'elle soit positive ou négative, peut naître cette impression de ne pas exister du tout. Parce que vous rentrez finalement dans au-delà du rapport très DRH, très ressources humaines, dans une forme de sociologie de l'entreprise, c'est-à-dire de microcosme humain, de monde, où il y a des enjeux politiques, des enjeux de pouvoir, des alliances. Exactement. C'est ça que vous décrivez. Exactement. Aussi. D'une organisation au sens large qui est faite de compétition, de défiance, de jeu de pouvoir, aussi de pessimisme. Voilà, l'organisation idéale avec le salarié, que des salariés modèles, au sens où voilà, on pourrait l'entendre, n'existe pas, et fort heureusement d'ailleurs. Donc vous prenez quand même le contre-pied, et certains invités viennent défendre d'ailleurs leurs idées avec passion, hein, ouais. Ces mots d'engagement, de toujours être positif. On peut être critique et positif en même temps. Bien sûr. On peut faire les deux. On peut être très engagé et critique. Mais bien sûr, mais je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas se leurrer. Derrière les valeurs de l'entreprise, c'est-à-dire ce ciment où on prône la bienveillance, la courtoisie et le respect, très bien. Mais il ne faut pas négliger que, de facto, je pense qu'une organisation ne peut... La critique est inhérente à toute forme d'organisation. Voilà. Et heureusement. Vous alertez quand même, j'imagine, vos lecteurs sur la manière, parce que là, on est dans la vision philosophique, dans sa forme très philosophique, puis ensuite, il y a le concret, c'est-à-dire pousser la porte d'un collègue, pousser la porte d'un manager. Comment on s'y prend? Quel conseil vous donneriez? Là, je me tourne vers la coach. Comment on fait? Comment on fait? Je pense que voilà, ça peut être un échange avec plusieurs niveaux d'intervention. Vous pouvez très bien parler de ce qui va bien, ne pas employer de « mais » pour aller vers ce qui pourrait au contraire être amélioré, mais employer plutôt le « et ». Ça va bien et je te proposerai de faire ça, ou voilà ce que j'ai ressenti quand. Voilà des critiques constructives qui font avancer les choses. Ça a été reçu, votre livre est sorti, je ne sais pas encore si vous avez des retours concrets de managers, mais qu'est-ce que vous disent ceux qui sont en position hiérarchique et qui vous disent « mais attends, tu es en train de nous mettre une révolution pas possible dans l'entreprise ». Pas du tout. Ceux qui sont en position hiérarchique reconnaissent dans la critique au sens... alors là, tant pis, même si c'est un peu le sens philosophique du terme, mais aujourd'hui, ce besoin de questionnement de la part des collaborateurs. Et c'est dans ce sens-là que vous l'envisagez pour retrouver du sens. Pour retrouver du sens, pour revenir à l'important. Qu'est-ce qui est important pour mes clients, pour moi, pour mon entreprise, pour mon manager ou pour mes collaborateurs, vous voyez? Mais ça veut dire que, est-ce qu'il faut que les managers pivotent un peu sur l'idée que parfois il y a des collaborateurs un peu grincheux, un peu critiques, que ceux-là, il faut les entendre parce que finalement, ça montre aussi une forme d'engagement. Ça veut dire qu'ils sont engagés peut-être plus que les autres. Mais bien sûr. D'ailleurs, je délivre un chapitre entier à l'implication de ces collaborateurs. Ouais. Mais même ceux qui sont critiques, parce que certains, on les met à l'écart en se disant ça c'est le schtroumpf grincheux. On se rend compte que ce sont souvent des collaborateurs impliqués et engagés. Donc, vous engagez les collaborateurs à s'exprimer, parce que finalement c'est aussi une prise de parole verbale, c'est prendre la parole et assumer ce que l'on dit. Tout à fait. Avec les risques, vous êtes d'accord avec moi, qu'il puisse y avoir à un moment donné des frictions. Exactement. Mais vous ne parlez pas du mot conflit. On ne va pas jusqu'au conflit. Je ne parle pas de conflit, je parle d'une friction. Et je prendrais cette image de deux silex qu'on frotterait l'un contre l'autre et qui ferait avancer parce que c'est ça qui génère la chaleur. Les entreprises sont prêtes à entendre ce que vous leur dites? Je pense, oui. Vous, en conférence, lorsque vous vous exprimez en public et que vous développez cette idée, j'imagine que vous l'avez testée en public avant d'écrire. Tout à fait. Quel est le retour de la salle?
Eh bien, écoutez, le retour est plutôt positif parce que c'est vrai que la critique n'est pas que critique négative, n'est pas que médisance et surtout, c'est pas forcément une critique passive. Et vous l'avez dit très justement, c'est dans cette volonté de faire avancer les choses. Faire avancer Voilà. les choses. Votre livre, un livre à découvrir, qui prend un peu le contre-pied finalement des idées reçues, de cette pensée positive. C'est toute la thèse, hein, parce que c'est un essai. Laurence Bourgeois, éloge de la critique et des jeux de pouvoir en entreprise. Il est sorti chez Erol. On peut le trouver encore, je crois. J'imagine qu'on le trouve encore. Oui. On peut le commander. On peut encore commander ce livre. Merci d'être venu sur notre plateau pour nous éclairer. Juste avant Noël, un peu de friction, mais pas de conflit. C'est peut-être comme ça qu'on peut résumer votre pensée. Voilà, créons de la friction. On fait une petite pause et on se retrouve évidemment pour la pause café avec Fanny Griesmer. C'est tout l'esprit de Noël. On est à quelques jours de Noël, évidemment. Comment Noël et comment son esprit s'installe dans l'entreprise. On en parle avec Fanny Griesmer. La pause café avec Fanny Griesmer. Bonjour Fanny. Bonjour Arnaud. Et ce n'est pas anodin, évidemment, vous l'aurez remarqué, ce petit sapin de Noël. Évidemment, puisqu'on va parler... De circonstances. Ben oui, on parle de l'esprit de Noël qui flotte dans les bureaux et les open space, parce que c'est vrai que c'est fête de Noël au travail pour ou contre. Il y a ceux qui veulent, il y a ceux qui ne veulent pas. Oui, cette année, ça ne se pose pas vraiment ces termes. Hein. C'est plutôt, aurez-vous la joie de fêter Noël au travail cette année? Beaucoup s'interrogent, DRH comme salariés, sur la tenue cette année encore de telles festivités. Il est en fait le nouveau protocole sanitaire en entreprise. Les recommandations gouvernementales risquent de jeter un sacré coup de froid sur les festivités, sur la magie de Noël au bureau. Le message est clair, il n'y aura pas de pot de Noël au bureau. Vous voilà prévenu. C'est Jean Castex, le Premier ministre, qui nous a prévenu jusqu'aux fêtes de fin d'année. On arrête, on lève le pied, on se protège et on protège ainsi notre capacité à profiter de Noël. Coup dur donc pour les amoureux des fêtes de fin d'année. Des moments de partage, de convivialité, même entre collègues. Noël est-il autant pour la sellette? Eh bien, pas forcément, c'est ce que nous allons voir. Fini la bamboche, comme disait le célèbre préfet de région Centre. Noël ensemble au bureau. Eh oui, décembre, les jours raccourcissent, il fait nuit très tôt. Difficile, il y a la fatigue qui s'accumule, les objectifs à remplir, les dossiers à boucler, on ne va pas se cacher. La fin de l'année est souvent source de stress pour de nombreux salariés. Alors que l'ambiance n'est pas forcément au beau fixe, eh bien fêter Noël au bureau, ça peut détendre l'atmosphère, remotiver les collaborateurs, ressouder les équipes. Se rassembler aussi autour d'une activité qui n'est pas directement liée au travail. Voilà, ça apaise les tensions, les frictions, on en parlait juste avant. Ça met de bonne humeur. C'est l'occasion aussi de finir l'année sur une note un petit peu positive. Et puis pour les managers et les chefs d'entreprise, c'est aussi un bon moyen de renforcer la marque employeur. Surtout qu'on sait qu'en ce moment, l'un des objectifs majeurs, c'est d'attirer et surtout de retenir les talents. Ça fait quand même débat le Noël au bureau. Ah oui, Noël. Oui, c'est pas... À la base, c'est une fête familiale. Vous partagez de bons moments, vous ouvrez des cadeaux, vous dégustez un bon festin avec votre famille. Mais quand il s'agit de s'adonner à la même cérémonie avec ses collègues, là, c'est une autre histoire. Selon une étude signée Deskeo, qui est un opérateur de bureau flexible, 64% des Français avouent ne pas aimer fêter Noël au bureau. Je ne sais pas si c'est votre cas, Arnaud. Sans plus. J'avoue, je ne me suis pas vraiment posé la question, mais le fêter au bureau, non. En tout cas, 12% adorent ça. Ah bon. 24%, juste un peu. On ne sait pas ce qu'ils pensent. Bon, en tout cas, pourquoi pas. Noël, déjà une source de stress pour alors pas pour moi, mais en tout cas pour de nombreuses personnes, voire un calvaire. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi on fonçait encore un peu plus le clou en fêtant ça, en plus avec sa deuxième famille, c'est-à-dire avec ses collègues de travail. Rituel social jugé ringard par certains. Pire, une mascarade, oui, parce qu'on se force à être de bonne humeur, à être gentil avec ses collègues, alors qu'on n'a pas forcément envie de l'être. Donc finalement, le Covid, c'est pour certains une excellente nouvelle. N'échappatoire. Oui, ils peuvent s'en débarrasser comme ça. Oui, bonne nouvelle ou pas, c'est vrai que le contexte ne nous permettra pas, a priori, de connaître les fastes d'antan, mais il est possible quand même de raviver un tant soit peu la magie de Noël, rassurez-vous. Alors, pour ceux qui aiment. Oui, c'est ça, pour ceux qui aiment et ceux qui peuvent le faire, parce qu'il y a aussi les journalistes, les reporters qui parfois fêtent Noël loin. Oui, je l'ai déjà, alors pas loin, mais j'ai déjà travaillé le jour de Noël à de nombreuses reprises. On l'a tous un petit peu fait, en effet. Oui. Fanny, alors vous faites le point sur ce qui est possible ou pas de faire. Alors, on va commencer par ce qu'il est
fortement déconseillé de faire. Donc, a priori, si vous n'aimez pas Noël, ce à quoi vous allez échapper cette année. Première position, ce grand moment que tout le monde redoute, enfin je crois, je ne sais pas encore. Attention, c'est l'arbre de Noël avec les enfants. Oui, souvenez-vous, c'est cet événement qui rassemble petits et grands. Hein. Le principe, vous le connaissez, réunir les collaborateurs d'une entreprise, leurs familles respectives, tout le monde se rassemble pour partager un bon moment autour d'activités diverses telles qu'un goûter, des ateliers, on s'offre des cadeaux. Faire en sorte que tout le monde se retrouve ensemble, bonne ou mauvaise idée, ce sera à vous de juger. Il n'en reste pas moins que l'événement est très rare et symbolique parce que finalement c'est un moment où la famille, sa vie privée rentre vraiment dans l'entreprise. Donc ça peut stresser pas mal de personnes. Cette année, donc, vous ne serez pas obligé, d'une part, de jouer à la famille formidable avec vos enfants et votre conjoint ou conjointe, ni de briefer vos enfants pour qu'ils se tiennent correctement, qu'ils soient sages et surtout discrets, sinon ça fera beaucoup parler autour de la machine à café. Eh bien oui, ça fait jaser tout ça. Il y a aussi le pot de Noël. Alors c'est la version plus soft, sans les enfants, mais avec les bouteilles et les canapés, les petits canapés. Rituel canapé, aussi, pourquoi pas. Rituel apprécié ou redouté. C'est vrai qu'aujourd'hui on l'imagine assez difficilement. Souvenir en revanche qui ravive quelques souvenirs, peut-être, je ne sais pas. On se rappelle effectivement de ces sorties un petit peu incongrues de collègues qui visiblement n'ont pas la notion de la modération, surtout quand il y a un petit peu trop de bouteilles. En tout cas, si votre entreprise décide malgré tout de maintenir cette bamboche, elle devra se tenir dans le plus strict respect du protocole sanitaire, se tenir à 2 mètres de votre collègue si vous sirotez une coupette de champagne, puisque vous devrez a priori baisser le masque. Donc à 2 mètres, je ne sais pas si vous imaginez la scène, mais pour un pot de Noël, c'est pas extrêmement convivial. Donc la salle doit être quand même assez grande, très grande quand on est nombreux. Bref, on n'échappera pas, peut-être, guillemets, je sais pas, à la bûche. Tout dépend ce qu'on vous proposera. La bûche pâtissière que l'on vous propose chaque année à la cantine. Gâteau roulé garni d'une crème au beurre parfumé ou d'une ganache. Trop grasse, trop sucrée, source d'indigestion, dessert qui surtout à la cantine permet assez rarement de finir un repas en beauté. Vous aurez compris, je déteste la bûche de Noël. Bon, qu'à cela ne tienne, l'esprit de Noël demande de faire des sacrifices, donc peut-être que vous dégusterez et vous déciderez de céder à la tentation ou pas de cette bûche de Noël. Enfin, il y a bûche et bûche. Et puis il y a le sapin. Le fameux sapin. Eh oui, roi des forêts et roi des bureaux. Ouais. Pour que la magie de Noël opère, même dans ces conditions un petit peu particulières, on peut miser sur la déco. Voilà, aucun problème de sécurité. A priori, vous pouvez sortir les guirlandes, je ne sais pas comment on peut... Les boules. Un bureau, en tout cas, il y a l'arbre de Noël. Ça, aucun problème. Forcément, vous trouverez un volontaire pour décorer ce fameux sapin. Effet garanti testé et approuvé chez Bismart. Voici le sapin de Noël que nous avons installé et qui trône à l'entrée de la rédaction. Il est beau, il est beau. Il est plutôt beau, entre la photocopieuse et un charmant canapé. Bien sûr. Il est joli, décoré avec soin, et je ne sais pas si on peut le revoir. Ouais. Nous avons pris des petites photos. Ça a été un travail collectif. C'est important, vous évoquez. C'est là où on travaille l'esprit d'équipe. Bien sûr, évidemment. Donc il y a notre joli sapin qui est très beau, très bien décoré. Il a perdu déjà beaucoup d'épines. Mais évidemment, c'est la chaleur des radios. Oui. Et puis un autre moment phare, c'est le secret Santa. Le Secret Santa, oui. Le Secret, vous avez vu, en français, c'est le Père Noël secret. Voilà, tradition venue tout droit des États-Unis, comme son nom l'indique. C'est de plus en plus populaire dans les entreprises françaises. Règle très simple. Vous tirez au sort, au hasard donc, le nom d'un collègue et vous devez lui offrir un cadeau. Alors généralement, on met un budget qui est assez précis, moins de 10, moins de 15 euros. Bon, si vous savez à qui vous offrez votre cadeau, la personne ne sait pas que c'est vous qui allez lui offrir et vous ne savez pas, a priori, qui va vous offrir un cadeau. C'est un peu le principe du Secret Santa. Moment agréable à partager entre collègues qui génère souvent de belles situations drôles parce que certains piochent dans des idées originales de cadeaux. Le hasard ne fait pas toujours bien les choses. En revanche, mauvaise pioche si vous tombez sur votre boss ou sur la personne à qui vous n'avez jamais adressé la parole, même si vous vous retrouvez enfermé avec elle dans l'ascenseur. Pire encore, votre ennemi juré, celui qui vous a soufflé une promotion sous le nez. Et là, bon courage. Et vous avez gardé le meilleur pour la fin. Il y a le sapin, mais encore mieux. Et encore mieux.
le pull moche de Noël. Eh oui. Bah oui. Bon là j'ai tenté le t-shirt, Alors, je sais très pas beau. s'il est moche, mais en Très tout cas, beau. je me suis mis aux couleurs de Noël. Le pull moche de Noël, qui est aussi un héritage de nos voisins anglo-saxons. Ah oui. Là-bas, c'est une véritable institution. Ce sont les grands-mères qui tricotent de bons gros pulls avec des motifs assez particuliers. Tradition devenue aujourd'hui tendance et succès couronné surtout il y a 10 ans Ah oui. par l'instauration d'une journée mondiale. Et oui, c'était il y a 10 ans. Et figurez-vous que cette journée mondiale aura lieu demain. Voilà. Journée mondiale du pull Du pull moche de Noël. Voilà. Du En pull fait, moche de Noël. vendredi, donc demain, normalement, dans toutes les entreprises, ou dans toutes les familles d'ailleurs, on doit arborer son plus beau ou plus moche pull de Noël. Donc attendez-vous peut-être demain déjà devoir sortir votre plus moche pull de Noël, ou de voir aussi un défilé de pull de Noël kitschissime à souhait, donc grosse maille, et puis des motifs flocons. Mais c'est Bridget Jones. En fait, ça a ravivé la tradition. Ouais. Mais effectivement, quand ils se retrouvent en famille, oui. ils ont chacun Avec le cerf, très vilain, avec un cerf, un renne. Voilà, c'est tout le décorum de Noël qui se retrouve a priori sur votre pull. Donc, règle simple en entreprise, pas forcément évidente à suivre. Plus c'est moche, mieux c'est. Donc, autant vous dire que vous pouvez le revêtir uniquement quand vous serez au bureau. On vous déconseillera quand même d'essayer de briller par le ridicule. En revanche, si tout le monde, et ça a été décidé, tout le monde doit se mettre aux couleurs de Noël, jouer le jeu, ce sera quand même plus sympathique. Noël, quand même, cette année, risque quand même de rimer, vous l'avez évoqué, avec il n'y a pas d'interdit, vraiment. Covid, On vous déconseille de faire des choses. Donc, je pense que freine. beaucoup d'entreprises frileuses risquent, encore une fois, de se tourner vers le virtuel. Donc le numérique, c'est vrai qu'avec le télétravail, il y a de nombreux outils qui se sont développés. Forcément aussi des moyens de se rassembler virtuellement pour prendre un pot. Ah oui. Puis l'avantage, c'est que pour le pull moche de Noël, vous n'aurez pas besoin de sortir avec. Donc en visio, juste le mettre en visio. ça peut se tenter. Voilà, je trouve que ça, voilà. Et vous le On part, retirez juste a priori, sur la même formule que l'an dernier. Bon, en tout cas, moi, ce que je peux souhaiter, c'est que dans les prochaines semaines, on puisse quand même de nouveau se rassembler. Peut-être, je ne sais pas, pourquoi pas, pour partager la galette des rois, si vous aimez ça, ce qui n'est pas mon cas. Voilà, pas de bûche, pas de galette, mais on peut partager plein d'autres choses. Bon, en tout cas, d'ici là, c'est bel et bien Noël que nous avons en ligne de mire. Et pour l'occasion, je voulais jouer votre Secret Santa, mon cher Arnaud. Enfin, Santa tout court. Ah bah alors ça, franchement, c'est une surprise. Mais je voudrais vous le dire. Je n'étais pas prévenu. Je suis totalement pris au dépourvu, parce que d'abord, je ne l'avais pas vu, et je suis très, très touché. Je suis très discrète. Ça veut dire que là, je me sens dans l'obligation de l'ouvrir. Vous savez qu'aux Jeux Olympiques, la surprise. Le présentateur des JO avait reçu un cadeau en direct, vous vous souvenez? Et c'était un kimono japonais qu'il avait dû mettre à l'antenne. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène. Vous ne le mettrez pas à l'antenne. En revanche, promettez-moi de les mettre vendredi. Alors, vendredi, bien sûr, mais vendredi, je le mettrai évidemment. J'espère que ce n'est pas une grosse blague ridicule. Non. Qui fasse le tour peine. des... Oh oui, d'accord, effectivement. Ouais, d'accord. Effectivement. La version soft du pull moche de Noël, nous avons les chaussettes. La chaussette. Avec de beaux... Alors, j'ai très envie de vous... de neige. Fanny, j'ai très envie de vous remercier. J'ai très envie de vous souhaiter un très joyeux Noël, puisque mais à vous aussi. Ma semaine s'arrêtera à la fin de cette semaine. Je vous souhaite évidemment un joyeux Noël. Je vous souhaite plein de choses, parce que c'était aussi votre dernière pause café ensemble. Oui. On a partagé presque 2 ans ensemble de pauses café quasi quotidiennes, puis beaucoup de café, hebdomadaire. Beaucoup de litres de café. On a été très énervés parfois, mais ça s'est quand même très très bien passé. Merci pour ce petit cadeau. Mais merci à vous. Qui va ravir ma famille évidemment, parce que je ne vais quand même pas. Je vais les mettre. Oui, je vais les mettre. Monsieur, ça se Je les mettrai. Merci Fanny. Merci, c'était un vrai plaisir. On fait une courte pause comme d'habitude évidemment pour retrouver le cercle RH et les experts de Smart Job. D'ici là, j'aurai changé de chaussettes pour mettre ces jolies chaussettes. On va s'intéresser évidemment à l'actualité, baisse du chômage, hausse de la croissance, et puis on reviendra sur cette étude de Pôle emploi sur le contrôle des demandeurs d'emploi. Ça fonctionne, près de 460 000 contrôles et une augmentation pour 2022. Et vous verrez, les chiffres sont assez intéressants et démontrent peut-être les fantasmes que l'on avait sur les demandeurs d'emploi. On fera le point juste après cette pause avec mes invités.
Le cercle RH et les experts de Smart Job pour commenter, observer l'actualité et les chiffres de l'économie, évidemment. On va parler des chiffres de la croissance, des chiffres du chômage, et puis on reviendra, parce qu'on en parle beaucoup sur ce plateau, du contrôle des demandeurs d'emploi par Pôle emploi, qui ont déjà remis quelques éléments chiffrés pour savoir où en étaient réellement ces contrôles, le nombre de contrôles et le nombre de personnes qui ont été contrôlées négativement, c'est-à-dire qui ont été radiées. On fera le point, évidemment, et ça démonte un petit peu les fantasmes qu'on avait sur ces demandeurs d'emploi qui, disait-on, ne chercheraient pas activement un emploi. Mes invités sont là. Marine Balançard, merci d'être là. Vous êtes directrice générale du cabinet de formation et de conseil Ariséal. Merci, et spécialiste, en tout cas, très intéressée sur la notion de décision. Je ne sais pas si on verra votre livre, mais vous avez écrit un livre sur cette question. Absolument. Merci d'être là. Cyril de Kéral, merci. Bonjour. Bonjour Cyril, PDG de Powell Software et membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. On parlera de l'étude Robert Half, je ne l'ai pas dit, sur les cadres qui demandent à leur patron, écoutez, il va falloir qu'on soit augmenté assez rapidement. Ils ont pris un peu le pouvoir, les cadres, c'est ce que nous dit Robert Half. Ils ont la main, le marché bouge pas mal et ils peuvent évidemment faire monter leur salaire. Et puis Jean-Christophe Sibéras, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la première fois que vous venez dans le cercle des experts, président de New Bridges, je l'ai bien dit parce qu'il y avait un S. Et puis auparavant, vous avez une carrière intéressante, vous avez été directeur des relations sociales d'AXA, directeur des ressources humaines de Renault, je ne dis pas de bêtises. Et comme ça, là, en préparant l'émission, vous m'avez dit que vous aviez été RH de Pôle emploi. Oui, j'étais le premier DRH de Pôle emploi quand Pôle emploi a été créé en 2008. Quel métier ? En 2008, c'est-à-dire au moment où on a fusionné. Oui, j'ai fait la fusion, j'ai travaillé sur la fusion et j'étais donc le premier DRH de cet organisme. La NPE et les ACDIC. Oui, c'est ça, la fusion NPE-ACDIC, donc qui a eu lieu en 2008. Choc de culture. Ah oui, non mais c'était incroyable. Effectivement, comme c'était une fusion forcée, parce ni les gens de la NPE ni ceux de la CEDIC voulaient se fusionner. Par contre, il y avait une volonté politique extrêmement forte de Nicolas Sarkozy. Il avait été élu sur notamment cette promesse, et cette promesse, il l'a mise en œuvre, envers et contre tout, parce que c'était en pleine crise de 2008. C'est vrai. Et c'était pas le très bon moment, mais ça, il ne pouvait pas le prévoir, puisque la campagne avait eu lieu en 2007. Bon, la fusion s'est faite. Aujourd'hui, quand même, plus personne réclame la scission et la séparation. C'est vrai. Voilà, c'est le guichet unique. Et le mariage s'est fait la bonne idée, entre ceux qui comptent et ceux qui orientaient les demandeurs d'emploi. Quelques chiffres, parce que vous avez vu, c'est les chiffres de l'INSEE. Le ministre de l'économie l'avait évoqué. Il a dit, vous allez voir, les chiffres sont bons, la croissance. Je ne le dis pas, puisque les chiffres nous sont parvenus. On va commencer par les chiffres de la croissance. Plus 6,7 en 2021. C'est un chiffre évidemment de rattrapage parce qu'évidemment la crise Covid, d'accord, mais l'INSEE prévoit plus 3 en 2022. J'allais dire, c'est du jamais vu. Et puis, enchaînons, puisque c'est intéressant aussi de lier les deux. Le taux de chômage en France qui baisse. Dernier trimestre de 2021, 7,8. Premier trimestre 2022, 7,7. Donc ça baisse toujours. Et puis, deuxième trimestre 2022, 7,6, jusqu'en juin, où l'INSEE dit que le chômage baissera. Dans quel état d'esprit vous vous situez, Marine Balançard, quand on vous propose ces chiffres ? Vous dites, on ne ment pas, enfin en tout cas quand on entend qu'on est dans une reprise économique dynamique, c'est pas contestable. Oui, effectivement, il y a une reprise économique, enfin il y a une bonne dynamique. Donc les mesures du gouvernement ont porté leurs fruits, le tissu économique ne s'est pas délité. Mais la croissance, c'est surtout de la confiance. Et moi, et c'est pas que des chiffres, c'est aussi du psychologique. Et il se trouve que le moral des décideurs est en train de dévisser. C'est quoi ? C'est lié au confinement, au risque de Covid ? C'est lié au risque du variant Omicron. Oui. C'est lié au fait qu'il y a des gros risques d'inflation, d'un fort ralentissement de la croissance, parce qu'on n'arrive pas à s'approvisionner. Et c'est lié au risque de fortes tensions sociales qui minent la France, parce qu'en fait, rien n'a été réglé. On avait quand même, il y a 2 ans ou 3 ans, les gilets jaunes. Et en fait, c'est sous-jacent. On voit des grèves qui arrivent à la SNCF. Et avant la loi travail, rappelons-le. Voilà. Et en fait... la croissance n'est rien sans la confiance. Et en fait, voilà, c'est ça que je regarde, c'est l'aspect psychologique des décideurs. Croissance et n'est rien. Je fais référence au baromètre Via Voice, oui. Je sais, qui est sorti aujourd'hui. C'est vrai que c'est un baromètre très intéressant parce qu'il prend les données psychologiques et l'état d'esprit des décideurs et des chefs d'entreprise. Croissance sans confiance, ça ne marche pas. Et j'allais dire sans partage des richesses, ce n'est pas pour faire le lien avec Robert Half dans quelques instants, mais il y a un peu de ça quand même. L'économie cartonne, les entreprises disent nous on est à plein régime pour beaucoup d'entre elles, on a du mal à recruter, les chiffres sont bons et en même temps on a un climat social qui n'est pas sain.
Oui, mais c'est vrai. Enfin, je pense que Marine a raison. Le climat, c'est le climat. Vous faites partie de ces patrons ou des chefs d'entreprise qui n'ont pas le moral en ce moment, qui ont des doutes en tout cas. Moi, je trouve que c'est plutôt bien orienté. Et moi, je suis même plutôt agréablement surpris parce que quand on avait le ministre de l'économie et des finances nous avait dit il y a 2 mois, le problème vraiment chaud, c'est l'approvisionnement. Donc c'est vrai que c'est un problème. Mais on voit que finalement, malgré ces problèmes d'approvisionnement, on a quand même la croissance qui se maintient quand même toujours. Mais sauf qu'il y a un reconfinement en Chine sur une région entière, avec l'arrêt d'entreprises qui sont cotées là-bas. Oui. Et on voit qu'on risque de... Mais oui, on risque de... Oui, on a ce risque. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve qui est fondamental dans cette période-là, après on peut voir, on verra ce que ça va donner. Peut-être que derrière, la croissance va continuer. Moi, c'est ce que j'espère. Et par contre, je pense que le vrai sujet, c'est justement de tirer avantage de cette croissance pour commencer à rembourser la dette qu'on a créée aussi, parce qu'en fait on a surinvesti là effectivement pour que la croissance continue, mais du coup il faut qu'on retire les bénéfices de cette croissance, et donc en fait je pense qu'il faut qu'on prenne des décisions. On parlera tout à l'heure des contrôles du chômage. Je pense que c'est bien de prendre des décisions qui permettent de contrôler les dépenses publiques, quoi. Donc en fait, c'est toujours un peu le défaut, je pense, qu'on a eu en France, c'est que on investit, on met de l'argent pour bien avoir de la croissance, et quand on l'a, on oublie de refaire des économies. Donc en fait, j'espère qu'on va le faire, quoi. Voilà. C'est un débat. Encore que le chômage, c'est de la cotisation, Cyril. Oui. C'est pas tout à fait de la dépense publique pure. C'est mais enfin, c'est assurantiel. Oui. Dans quel état d'esprit quand c'est déficitaire, le régime, il faut bien le payer, quoi. Oui, non, mais bien sûr. De toute façon, cette dette, il va falloir quand même arrêter de la faire rouler et commencer à la rembourser. Dans quel état d'esprit? Parce qu'il y a le dernier chiffre que je voulais vous montrer. Alors, la croissance est en hausse, plus 3. Le chômage baisse doucement, mais il baisse. La ministre du Travail était sur notre plateau. Elle évoquait l'hypothèse d'un plein emploi, alors pas en mars 2022, mais l'idée c'est qu'on allait vers le plein emploi à 5,5, mais on a une inflation qui est à 2,7, qui est quand même une inflation qui est en train de légèrement progresser doucement. Vous êtes confiant, vous faites partie de ceux, parce que vous accompagnez aujourd'hui dans New Bridges des entreprises, elles sont confiantes, elles se disent après tout, on est dans une très bonne dynamique? Oui, il faut quand même le dire, globalement... Les chiffres, ils viennent de sortir. Bon, l'avantage avec l'INSEE, c'est qu'au moins, c'est des gens sérieux en matière de chiffres. Ils réfléchissent et ils travaillent beaucoup avant de sortir des chiffres. C'est sérieux, oui. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent des chiffres, mais là, pour le coup, quand c'est l'INSEE, je salue, parce que c'est très important la qualité de la statistique publique, parce que c'est ça qui permet d'avoir confiance, justement. Il y a des pays où les statistiques publiques sont manipulées par les gouvernements, et c'est pas le cas en France, et on doit quand même s'en féliciter. Je le cite au passage parce que ça se dit pas. Ça, c'est des chiffres solides. Voilà, on s'appuie dessus. Non, mais franchement, avec la crise qu'on a vécue, qu'on en soit là, extraordinaire. 2, ces chiffres sont plus élevés encore que les prévisions qui avaient été faites, puisqu'on n'était pas à plus de 6% il y a encore quelques mois en prévision. Et malgré la crise des semi-conducteurs qui frappent l'automobile comme jamais en termes de capacité de production, et quand on sait, dans un pays comme la France, l'impact sur le PIB de l'automobile avec tout le système autour de l'automobile, et que malgré ça, cet à-coup très difficile sur l'automobile, on se retrouve à des chiffres pareils, c'est tout à fait intéressant. Et vraiment, je crois que... Et ça... Ceci dit, disons-le, c'est pas qu'un phénomène français. La croissance, il y a une croissance. Ça se produit un peu partout. Ouais. Moi, j'étais aux Émirats, là, je rentrais ce matin. Ils ont une croissance incroyable. Ils n'en reviennent pas du tout de ce qui se passe. Et ils se disent, le jour où la Chine va un peu s'assouplir, on pourrait y retourner, parce qu'actuellement, c'est quand même assez fermé. Il va y avoir encore des effets. Donc, je dirais, dans la croissance, il y en a encore sous le pied dans le monde. Et effectivement, il y a toujours des aléas. Après, qu'il y ait de l'inflation quand il y a des périodes de surchauffe, c'est les lois de l'économie. Des problèmes d'offre et de la demande, que ça se traduise par de l'inflation. Dont certains experts disent qu'elle va se tasser. Il y a une vraie poussée, mais c'est assez logique. Il faut gérer ça, c'est tout. Je vais faire un petit mouvement de tête sur l'inflation. C'est conjoncturel ou pas? Ouais, c'est parce que c'est sur l'énergie, c'est sur l'électricité, le gaz. Enfin, c'est quand même des choses importantes. Non, mais les États-Unis sont en train de le dire. La Fed va le dire sans doute aujourd'hui. Ça n'est pas transitoire. C'est durable. Donc on s'installe avec une inflation qui va encore progresser, qui va aller au-delà des... Alors aux États-Unis, c'est au-dessus de 6%, c'est pas le cas chez nous. L'Allemagne a une inflation assez haute, à 5,5%. Voilà. Et donc, on est à 2,7% en France.
Et voilà. Et puis avec la hausse des salaires, on est quand même dans une spirale plutôt inflationniste, des tensions sur les prix, sur l'alimentaire. Vous le disiez vous-même, le prix de la farine plus 40%. Des pâtes, donc c'est-à-dire le blé, l'énergie. Le gaz plus 40%. Justement, il y a quand même un débat qui est posé aux collaborateurs, puisque là on parle de l'économie, c'est-à-dire c'est quelque chose d'assez large, l'économie va bien. Rentrons un tout petit peu dans le détail. Là, on voit l'étude Robert Half qui dit globalement que les cadres ont pris un peu le pouvoir et qu'ils ont aujourd'hui la main. 44% d'entre eux disent qu'ils attendent une augmentation nette de leur salaire pour 2022, c'est-à-dire qu'on est dans les négociations. Est-ce qu'il faut continuer à accentuer l'idée d'une participation, de faire ruisseler les fruits de cette réussite économique? Parce que vous dites ça, on cartonne, les carnets sont pleins. Est-ce qu'il faut augmenter les salaires? Oui, il faut augmenter les salaires. Oui, bien sûr. Non, mais il n'y a pas de doute là-dessus. D'abord, il faut quand même regarder un peu en arrière. La France a peu augmenté ses salaires ces dernières années. Au fond, peu ou prou, les gains de pouvoir d'achat ont été limités. On dit souvent, et c'est pas faux, que les bas salaires sont bas en France. Alors, il y a quand même des exos de charges sociales pour... Donc finalement, après quand même quelques efforts faits, pas dans toutes les entreprises, mais il y a dans les secteurs qui ont eu du mal en 2020, ça a serré les boulons. Il y a pas mal de secteurs qui ont fait 0% d'augmentation. Qu'aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec des attentes et des expectations salariales, ça paraît assez logique. Que des gens veulent valoriser leurs valeurs et leurs compétences à titre individuel dans une entreprise en fonction de ce qu'ils apportent, à partir du moment où effectivement on a un peu serré sur les augmentations, y compris dans les NAO dans les 10 dernières années en France. Tout ceci n'a rien d'extraordinaire. Mais qui risque d'enclencher Et je pense qu'il faut quand même le dire, que des salariés s'expriment, qui demandent... Moi, ça me paraît tout à fait normal. Il y a les pays où les salariés disent rien, c'est plutôt les pays un peu inquiétants. Si vous voulez. C'est pas des démocraties, Dans les entreprises, on a envie que les gens disent s'ils ne sont pas contents de leur salaire, qu'ils le disent. Il vaut mieux ça. Alors, on peut les donner, on peut répondre ou pas, que d'avoir des gens qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent, qui mettent les sujets sous le tapis et qui sont frustrés. Et qui peuvent, après tout, s'en aller. Moi, je préfère un salarié qui me dit « je reste », mais j'ai envie de rediscuter, plutôt que le salarié qui vous dit du jour au lendemain « je me barre, trouver autre chose ». Alors que ça faisait 6 mois qu'il cherchait ou 3 mois, et puis il disparaît. Et très honnêtement, et c'est un talent qui disparaît. Une démission, on le dira jamais assez, c'est un problème. Pour autant, vous avez des tensions, je veux dire, sur vos cadres, sur vos managers, qui vous disent bon, écoute, j'ai donné, maintenant il faut un petit peu empocher. Moi, je suis dans le domaine de la high-tech, de l'informatique, du digital, donc il y a toujours eu, nous on a toujours en tension depuis longtemps. Moi, je pense qu'effectivement, si les entreprises marchent mieux, si l'économie va mieux, si on fait des meilleurs résultats, on peut augmenter les salaires, mais je le modère un peu, parce qu'en fait, ça m'amuse, parce que j'étais aux États-Unis, là, à Boston, il y a 2 semaines, et donc, effectivement, il y a pas mal de tensions là-bas aussi. Et j'ai rencontré une société de conseil en informatique, et donc, en fait, qui a augmenté ses ingénieurs de 70%. 70% cette année. Pour les garder. 70%. Oui. Mais sauf qu'en fait, aux États-Unis, quand on augmente quelqu'un de 70%, on l'augmente. Et puis après, si jamais il n'y a plus de marché, on licencie. Et puis ils partent le mois suivant. Donc en fait, mais vous soulevez un problème là qui est très français. C'est-à-dire que vous dites, j'augmente, mais je ne peux pas me séparer d'un collaborateur. C'est juste pour dire l'état d'esprit d'un chef d'entreprise, c'est qu'à un moment donné, quand il augmente quelqu'un en France, il l'augmente et après, ça ne rebaisse pas. Ça ne rebaisse pas. Et si jamais il veut se séparer des personnes parce qu'il a une masse salariale trop importante par rapport aux résultats qu'il fait, pour lui, c'est un coût. Et ça peut être 1 ou 2 ans d'indemnité par salarié. S'ils sont là depuis 10, 15, 20 ans. Attendez, donc en fait, il faut qu'on fasse quand même attention. Si on marche mieux, on peut augmenter les salaires, mais il faut qu'on fasse quand même attention à ce qu'il n'y ait pas, ce que Marine disait, une perte de confiance, et puis que derrière... Donc en fait, pour le dire simplement... On est moins de revenus. Vous dites qu'il ne faut pas qu'on soit pris au piège, parce que si on a un reflux de l'économie, mes salariés sont augmentés, je veux m'en séparer, pour moi c'est un coût. Donc il faudrait assouplir et fluidifier le marché pour qu'il y ait un jeu entre les salaires et les... Et c'est là où tout à l'heure vous parliez de la participation. Moi je suis assez favorable à un certain niveau, je veux dire, pour des cadres, etc., qu'on pousse pas mal le variable dans des périodes comme ça. C'est ça. Le variable. Ça permet de donner pas mal et d'être ajusté, de pouvoir donner le plus de valeur possible aux salariés. Vous en pensez quoi? Parce que là, on touche du doigt sur cette étude Robert Half, où d'abord, il y en a 44% qui disent qu'ils attendent une augmentation significative. Donc, ce n'est pas une petite augmentation. Il y a quand même ce débat qui est posé par les chefs d'entreprise, qui disent, attendez, nous, on peut, mais derrière, on ne peut pas faire rebaisser le salaire quand l'économie va mal. Donc, le salaire, il reste haut. Et ça, c'est un coût. On revoit le modèle, parce que finalement, Cyril de Kérad nous dit qu'il faut toucher un peu au modèle.
Voilà, la structure, il faut toucher au mur là. Mais en fait, il n'y a pas eu beaucoup d'augmentation pendant la période de Covid. Donc on en a un petit peu sous le pied. Et comme vous le disiez, l'INSEE est sérieuse et dit que le pouvoir d'achat des Français va baisser au premier semestre 2022. Oui, il faut voir les augmentations en face. Moins 0,5%. Donc cela justifierait des augmentations de salaire. Mais de là à toucher à notre modèle, qui est un peu un modèle très français, puisqu'on dit souvent... Chez les anglo-saxons, la fluidité du marché fait qu'on peut entrer et sortir d'un emploi, ça coûte moins cher aux chefs d'entreprise. C'est ce que vous soulevez comme sujet. Non, mais par contre, le sujet de l'augmentation, ne serait-ce que de l'inflation, il n'y a pas de débat. D'accord, non, mais là c'est sûr. Attendez, là c'est une augmentation significative. Voilà. C'est 300, 400, 500, significatif. Ouais. C'est ça dont on parle. Après, bon, les entreprises ont une palette d'outils. Effectivement, on parlait de participation, intéressement, il y a les variables, il y a les bénéfices, enfin les avantages divers et variés en matière d'avantages complémentaires, rémunération, les voitures. Enfin, il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut jouer quand même aussi, de toute façon, pour la fidélisation. Après, très honnêtement, les salariés français, si on parle de la France, ils ont plutôt tendance à être fidèles. C'est-à-dire que la pénurie de cadres, elle existait déjà, très honnêtement, avant. C'est vrai. Et en fait, l'état du marché du travail, c'est-à-dire les options sur le marché du travail sont plutôt sous-estimées. Moi, c'est ma vision en tant que DRH, parce que donc ils restent dans les entreprises. Donc il y a quand même une fidélité, mais j'ai envie de dire partagée. Alors, mais Jean-Christophe, des contrats. Il y en a 47% qui se déclarent prêts dans l'étude Robert Half, 47%, je ne sais pas s'ils vont le faire, qui se déclarent prêts à déménager à la campagne. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi une forme de mobilité depuis le Covid où ils se disent bon, je pars, quoi. Oui, mais déménager à la campagne, ça ne veut pas dire quitter son employeur aujourd'hui. Non, ça veut dire rester en télétravail. Oui, c'est autre chose. Ça veut dire réaménager son organisation de vie. Des attentes, et ça aussi, ça fait partie des réponses des entreprises. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a des attentes qui sont un peu différentes, notamment en termes de souplesse, télétravail, etc., répondons aussi à ces attentes. Il n'y a pas que la variable rémunération, bien évidemment. Alors, au même moment, il y a les cadres qui demandent l'exemptation. C'est juste une information qui est liée au salaire, c'est qu'il n'y aura pas de dégel du point d'indice dans la fonction publique, et que vous avez vu qu'il y a une grève qui est en négociation, enfin, qui est annoncée, mais le ministre négocie pour qu'elle n'ait pas lieu sur ce premier week-end de départ en vacances. Et l'argument, c'est l'augmentation des salaires qui n'a pas eu lieu, disent les syndicats de la SNCF. Voilà, pour mettre en contrepoint. Donc, pas de dégel du point d'indice chez les fonctionnaires, qui eux aussi, d'ailleurs, n'ont pas vu leur rémunération progresser. Faisons la bascule pour terminer l'émission. C'est ces fameux demandeurs d'emploi. On en parle beaucoup sur ce plateau, puisqu'il y avait une annonce de la ministre qui a dit « Nous allons contrôler et détacher des collaborateurs de Pôle emploi pour qu'ils puissent vérifier si les personnes cherchent réellement un emploi, si elles sont véritablement motivées ou si elles ne font que finalement empocher les indemnités. 1 sur 7 seulement serait hors la loi. Seulement 15%. C'est déjà pas mal quand même. 1 sur 7, c'est pas mal. Donc ça vous choque ce chiffre ? Moi, ça me choque. Moi, je trouve 1 sur 7 ne respecte pas les règles. Je trouve fondamental de mettre plus de contrôle. Parce qu'en fait, il faut bien voir que, moi, c'est ce que je constate, il y a eu quand même une déviance petit à petit, où en fait, maintenant, prendre son droit à chômage, c'est quelque chose. C'est devenu un dû. C'est un dû. Et même aujourd'hui, dans des sociétés, même des jeunes aujourd'hui, qui rentrent sur le marché du travail, dans des métiers peut-être un peu difficiles, disent, au bout de 6 mois, ils sortent pour toucher le chômage, et ils disent, en début de carrière, ils disent, je vais quand même pas bosser toute ma vie, quoi. Et donc ça, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon qu'en fait, on gère sa carrière comme ça en se disant, dès le moment où je travaille pas, contrat, je m'arrête. Voilà, c'est pas normal, quoi. Enfin, je veux il faudra travailler 6 mois. Avant, c'était 4 mois, la réforme. Donc il faut que ce soit contrôlé, parce que sinon, on va arriver à un moment donné où la couverture chômage, ce sera nul, quoi. Il y aura pratiquement rien, parce qu'en fait, si tout le monde tire comme ça, on peut pas y arriver, quoi. Pour ou contre 1 sur 7, avec l'idée que cette année, donc, il y a eu 480 000 de têtes contrôle, et qu'on va passer à plus de 500 000, dit la ministre, en 2022, c'est-à-dire continuer à ne pas lâcher, à maintenir la pression. 1 sur 7, c'est un chiffre signifiant pour vous ? Est-ce que ça ne démonte pas un peu les fantasmes qu'on avait de se dire que les demandeurs d'emploi ne cherchaient pas beaucoup ? Oui, 6 sur 7 cherchent un emploi. C'est ça. Oui. Tout à fait. C'est une mesure, pour moi, c'est un peu politique aussi. C'est-à-dire qu'on est en campagne présidentielle, sauf pour un des candidats qui ne s'est pas encore déclaré. Et donc, il faut montrer quand même qu'on accentue les contrôles, qu'on cherche à faire des économies. Et ça, c'est une mesure qui est assez facile. Les chômeurs ne vont pas descendre dans la rue parce qu'ils sont trop contrôlés. Jamais.
Voilà, et c'est nécessaire, effectivement. Mais par contre, j'attire l'attention, j'avais déjà parlé de ça, mais tous ceux qui sont au salaire minimum, au SMIC, n'ont pas forcément... enfin, ils ont un rapport au travail qui est assez flou, parce que parfois c'est plus facile pour eux. Enfin, c'est pas plus facile, c'est plus l'écart entre je travaille économique pas de ne pas travailler parce qu'ils ne payent pas de garde d'enfants. Par rapport aux aides, pas de fuel, voilà, et ils gardent leurs aides. Et donc, ça leur coûte de l'argent de travailler, en fait. Il y a un calcul qui se fait, un arbitrage qui se fait entre le travail et... c'est pas de leur faute. C'est que... le modèle social, puisqu'on en revient au modèle. Ils attendent d'arriver en fin de droit pour rechercher du travail. Et donc, il y a un problème, effectivement, sur les bas salaires. Parce que aller travailler et que ça nous coûte de l'argent en dépenses de voiture, de garde d'enfants, c'est quand même des frais énormes. C'est ce qu'on entend. Et vu les augmentations, donc, d'ailleurs, c'est vraiment très important. Voilà. Et ça, on ne peut pas les blâmer. Jean-Christophe Sibéras, puisqu'on a commencé l'émission en disant que vous aviez été RH à l'origine, en 2008, de cette entité Pôle emploi. J'ai lu qu'en 2017, il y avait 190 000, je crois, encore une fois, de têtes de contrôle. Là, on est en train de passer presque la barre des 500 000. C'est nécessaire, utile, de ventiler, je dirais, les collaborateurs qui sont là pour accompagner à faire du contrôle, puisque là globalement, c'est à périmètre égal en termes de salariés et Pôle emploi. Hein. Oui, non mais il y a toujours du contrôle à Pôle emploi. Là, c'est l'idée de mettre un peu plus de monde sur la secteur du contrôle, qui n'occupe pas du tout la majorité des agents de Pôle emploi, parce que la plupart des agents de Pôle emploi, ils s'occupent de l'indemnisation et de l'accompagnement et du retour à l'emploi. Bon, ce qui est vrai, c'est que la ministre, elle soutient, je crois qu'il s'est dit à un moment où la question des pénuries de main-d'œuvre et des tensions dans certains métiers sont des questions extrêmement criantes. Donc c'est difficile pour la ministre du Travail de constater à la fois qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre et qu'il y a en même temps un taux de chômage qui, même s'il baisse, reste quand même très supérieur à la plupart des pays très élevés voisins. C'est vrai. Bon, donc ça me paraît, ça, c'est vrai, ça me paraît d'une logique absolue. Quand on regarde qui est radié, il faut être clair, c'est les gens qui ne se présentent pas à deux convocations de suite. C'est ça. Donc c'est plutôt en fait de la radiation, d'ailleurs, qui se fait souvent de manière très, très automatique. C'est mécanique. Ou parfois des gens qui oublient, entre guillemets, de déclarer qu'ils ont repris un boulot pendant qu'ils sont encore inscrits à Pôle emploi. Donc il y a aussi quelques oublis et du coup, mécaniquement, on fait des croisements de fichiers et on arrive à les exclure. Donc c'est ça la réalité. Par contre, ce qu'il faut attendre de Pôle emploi, c'est d'accompagner les 6 sur 7. Parce que les questions de pénurie de main-d'œuvre, ça ressort dans l'étude. Hein. Ils ont besoin d'aide. Hein. Ben oui. Et puis, il y a des besoins en compétences. Il faut se tourner vers l'économie, que les entreprises ont besoin de gens compétents. Si elles ont du mal à trouver des gens, il y a des gens sans emploi. La priorité des priorités, c'est la montée en compétences et l'adaptation des compétences aux besoins de l'économie. Quand on affine, vous nous dites effectivement, on a une population de demandeurs d'emploi et on a une pénurie. Sauf que quand on affine un peu les dossiers, on s'aperçoit en fait que ça se croise. C'est que les besoins des entreprises, ils ne trouvent pas chaussures à leurs pieds dans ce vivier de demandeurs d'emploi. Que fait-on justement alors qu'on a effectivement des manœuvres disponibles, que fait-on pour que ça matche entre les besoins des boîtes et les capacités que n'ont pas toujours, bien sûr, les demandeurs d'emploi, sachant que les entreprises, soyons clairs, elles ont des niveaux d'exigence qui n'ont pas eu tendance à se diminuer ces dernières années, évidemment. Et que nous, on demande beaucoup de choses aussi aux gens, c'est normal, mais en même temps, il faut aussi aider ceux qui peuvent... Ils le disent, ils ont besoin d'aide. Une partie interrogée disent, on a besoin d'être accompagnés. Moi, je suis assez d'accord là-dessus. Je pense que la formation, c'est hyper important, et je vois aux EDC, là... on a, aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, on accompagne les écoles de production. Et donc, c'est des écoles... On en a parlé sur ce plateau. Oui, où en fait, on a des jeunes qu'on forme à des métiers assez pratiques d'usinage. Une dans le Loir-et-Cher. Une dans le Loir-et-Cher. Oui, exactement. Et en fait, derrière, ils ont 3 offres de poste derrière. On se les arrache. Et moi, je pense que c'est vraiment important. Je suis très d'accord avec ça, qu'on essaye d'enlever le chômage de masse en essayant de mettre beaucoup de moyens pour réadapter le plus vite possible, le plus vite, en tout cas, réhabiliter les gens pour être sur des emplois où on cherche de la main-d'œuvre. C'était des NEET, pour utiliser ce mot un peu barbare, qui étaient des jeunes sortis un peu des couloirs scolaires qui étaient dans des impasses et qui en fait retrouvent un boulot. Travailler sur un boulot où il y a de la demande. Et qui se font chasser d'ailleurs par les entreprises du bassin du Loir-et-Cher et du Loiret. Cette question parce que quand on le pose sur la table de manière très mécanique, on se dit oui, effectivement, il y a une pénurie gigantesque. Et en face, on a plus de 5 millions de demandeurs d'emploi. Mais comment on en est arrivé là ? C'est contraire au bon sens. Oui, effectivement. C'est exactement ça. Oui, c'est... Mais il y a quand même un problème géographique d'adaptation
Et on est les quand même. entreprises et des... On a un niveau de chômage. Quand je compare avec nos activités qu'on a aux États-Unis, oui, c'est sûr qu'aux États-Unis, une fois qu'on n'a plus de boulot, on n'a pas d'assistance. On a 15 jours donc, en fait, on recherche du travail. Et comme c'est un peu souple, alors je ne dis pas que le c'est violent aux États-Unis, il faut le dire. On peut avoir 15 jours et 15 jours d'indemnité, on sort. Attendez, les États-Unis, c'est un système assez brutal. Assez brutal, bien sûr. Et d'ailleurs, de ce point de vue, moi j'ai beaucoup travaillé dans les entreprises, on avait beaucoup d'usines aux États-Unis. Bon, ils vivent là-dessus, ils ont l'habitude, ils trouvent ça normal, mais nous, on a quand même un fonctionnement un peu différent. C'est notre modèle. Bon, chacun a un peu son modèle de fonctionnement. Ce qui est vrai, la vraie question, elle est reposée par ces questions c'est comment se fait-il que la France, on puisse admettre, j'ai entendu tout à l'heure, que le niveau de plein emploi, c'est 5,5-6%, exact. alors que la plupart des autres pays, c'est ils se baladent à 3-4. À 3, bien sûr. Donc, effectivement, il y a un vrai sujet, c'est ces 3 de différence, qui nous coûte cher, parce que quand même... Le chômage structurel, Qu'est-ce qu'on fait pour s'y attaquer? Mais je crois que la vraie réponse, c'est les inadéquations de compétences. Mais évidemment. Parce que nous, si on a des boulots dans les boîtes et qu'on ne trouve pas des gens, c'est très simple. C'est qu'il n'y a pas les... ça ne matche pas. Oui, un tout petit mot, Marine Balançard, pour clore ce débat, parce que c'est un sujet même de débat qu'on pourra réouvrir, c'est inadéquation entre l'offre et la demande. Oui, mais les salaires, les bas salaires ne sont pas suffisants, à mon avis, pour faire... La France a, depuis 30 ans, du chômage de masse et on est encore maintenant au-dessus de la moyenne européenne. Donc, vous vous rappelez de cette phrase, on a tout essayé. C'est un homme politique bien célèbre. On a tout... Déprimant, la phrase la plus déprimante. On a tout essayé. Alors, Mitterrand ou Jospin? C'était Mitterrand, nous sommes d'accord. J'hésitais, c'est pour ça que je n'avais pas donné ma source. Merci, c'était un vrai plaisir de partager ce débat sur les salaires. On va le suivre de près, évidemment, puisque c'est la fin de l'année, puis on traitera de ces questions dans le cercle RH, évidemment, très régulièrement. Merci à Marine Balançard, DG du cabinet de formation et de conseil Ariséal. Merci à Jean-Christophe Sibéras d'être venu nous rejoindre, président de New Bridges, qui est un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises sur les questions RH, c'est ça, à l'international. Sur les questions de relations sociales à l'international. À l'international, je ne vous avais pas présenté précisément. Cyril de Keral, merci Cyril d'être venu, PDG de Powell Software et membre des EDC, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et vous allez deviner quoi? Eh bien, c'est la pénurie de talent dans la tech. Ah oui, tiens, on en parle. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission et on s'intéresse à un sujet évidemment lancinant qui est la pénurie d'experts et de talents dans le numérique et la tech. On en parle avec Bruno Sola. Bonjour Bruno. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Pas mal. Cofondateur de Holberton School France. D'abord quelques mots Bruno Sola sur Holberton. Racontez-nous un peu la création, l'aventure de cette école. Écoutez, il y a une double création. La première historique aux États-Unis qui a été faite en 2016 par deux anciens ingénieurs français, d'Epitech notamment, qui sont partis à San Francisco et qui ont créé un nouveau modèle d'école numérique, beaucoup plus rapide d'une part et surtout avec plus d'épaisseur sur un certain nombre de sujets et une singularité dans les modèles d'apprentissage. Depuis, c'est 25 campus dans le monde qui ont vu le jour, plus de 25 campus en tout cas, et qui ont vraiment eu du succès pour créer de l'emploi et de l'emploi et des compétences de premier niveau sur le numérique. Et puis ensuite, il y a des acteurs français. Donc moi, je suis, vous l'avez dit, en tout cas co-actionnaire et cofondateur de ce projet qu'on a ramené en France avec Samuel Tual, qui est le président directeur général d'Actual Leader Group, un acteur majeur de l'emploi en France. Et en tant qu'acteur de l'emploi en France actuel, ça a une responsabilité, c'est créer les compétences quand elles n'existent pas et quand il y a des jobs. Et donc, vu qu'il y a des jobs dans le numérique et qu'il n'y a pas les compétences, Actuel a souhaité donc proposer à Holberton Monde d'ouvrir Holberton School en France sur l'ensemble des territoires. Et ça démarre par déjà 4 campus qui ont vu le jour en quelques semaines. Et oui, Bruno, d'abord, Actuel, le patron, est venu sur notre plateau. Il a évoqué ce sujet d'ailleurs avec nous. Et puis c'est intéressant, je vous pose la question un peu à vous directement. Est-ce que c'est parce que vous êtes autodidacte finalement que vous vous dites on peut peut-être apprendre autrement que dans les structures traditionnelles? On peut aussi aller former des gens qui n'étaient pas forcément amenés automatiquement à faire du numérique. Est-ce que c'est un peu ça aussi votre histoire? Oui Arnaud, en fait moi la légitimité qui est la mienne dans ce projet, la première c'est que mon groupe Business, qui est un acteur historique de la formation nouvelle génération, qui a toujours considéré que la compétence était utile aux individus mais qu'il fallait la moderniser,
a rejoint le groupe Actuel il y a plusieurs mois déjà. On a ouvert notre capital en fait à Actuel. Et on l'a ouvert parce qu'on était convaincus qu'ensemble, avec Samuel Tual et son groupe, on pouvait continuer d'agir sur l'ensemble des sujets emploi. Et là, vous avez raison, c'est que moi j'ai un parcours assez atypique, celui d'un autodidacte qui finalement a eu un parcours assez singulier. Et c'est vrai que les différents modèles d'Holberton, qui sont à la fois d'avoir un modèle pédagogique innovant, avec sans professeur au sens littéral du terme, mais en tout cas avec une approche pédagogique très moderne. La dimension numérique qui, on va dire, est celle de mes passions et celle de mon groupe sur la formation de nouvelle génération, combinée en fait à mon parcours à moi, où j'ai eu la chance à un moment donné de ma vie qu'on me laisse la possibilité finalement sans filtre quelque part, puisque moi je suis rentré dans une entreprise sans diplôme, c'était la dernière année où on recrutait sans le bac, et aujourd'hui je suis devant vous avec 15 années d'entrepreneuriat derrière. Donc en fait oui, moi ces trois leviers-là m'ont attiré. Et c'est comme ça que j'ai proposé, en tout cas à Samuel, qu'on puisse mener ce projet ensemble, parce qu'on a l'ambition d'unir nos forces au service du grand projet emploi d'Actuel et au service évidemment d'Holberton School, qui est un modèle qui est reconnu aujourd'hui dans le monde et qui marche. Oui, c'est ça, c'est un modèle particulier. Précisons, c'est Laval, Lille, Paris, Toulouse. On est d'accord, Bruno? C'est bien les campus qui s'installent. Il y a encore de la place ou il faut encore attendre septembre de l'année 2022? Alors déjà, il y a des chiffres à vous donner. Il y a un peu plus de 230 000 postes qui sont à pouvoir d'ici 2025 dans le secteur du numérique. Donc, c'est quelque part, si tous les auditeurs qui nous écoutent se disent où est-ce qu'ils peuvent travailler, dans le numérique, il y a des jobs à pourvoir. Les campus que vous avez cités, au moment où je vous parle, on a 3 campus qui ont ouvert leurs portes. À Laval, parce que c'est le siège historique. Oui, et j'ai participé il y a quelques jours à l'inauguration. Et là, on a déjà une première rentrée qui a eu lieu au mois de septembre. Et on enchaîne là en janvier avec déjà pas mal de monde, mais il reste des places aussi. Pas beaucoup, mais il en reste. Ensuite, on a ouvert Paris. On a ouvert aussi Lille, et Toulouse ouvrira pour le coup au mois de mai, puisque la singularité du modèle Holberton, c'est qu'on a 3 cohortes par an qui sont toujours au même moment. Donc, je viens de le rappeler, septembre, janvier, et en général, c'est juin. Donc là, on avance un petit peu au mois de mai. Et l'ensemble des campus dans le monde entier sont tous connectés, ce qui aussi fait la singularité du modèle Holberton, avec une ouverture sur le monde, puisque tous les étudiants français et mondiaux sont connectés au même moment et suivent des parcours au même moment, de manière hybride, puisque c'est une approche très digitale, avec des cours en ligne très singuliers, on y reviendra peut-être, mais aussi physiques, puisque nos campus sont des campus physiques. Donc à Paris, à Laval, à Lille, allez sur notre site internet, il y a plein d'opportunités, sans diplôme évidemment, sans qualification aucune, sans aucune condition d'accès, ni d'âge d'ailleurs, et donc pour les publics les plus éloignés de l'emploi ou des publics en reconversion, Holberton est une formidable opportunité au regard de la transformation numérique qui est massive sur l'ensemble de la France et du monde aujourd'hui. Merci Bruno Sola, cofondateur d'Holberton School France, avec le groupe Actuel, on l'aura compris, parce que vous avez ouvert mutuellement le capital pour avancer sur ces sujets. Merci à vous qui nous regardez, évidemment, à vous qui êtes fidèles de l'émission. Merci pour votre fidélité et vos réactions, évidemment, sur les réseaux sociaux et sur le site de Bismart. Merci à toute l'équipe. Merci à Lauriane Boué pour la réalisation. Merci à Amanda pour le son. Merci à Fanny Griesmer et à Margot Ruot de m'accompagner dans cette belle aventure de Smart Job. D'ici là, portez-vous bien, restez fidèles à tous nos programmes et puis à demain. Bye bye.